Votre émission avec le Casino Barrière de Montreux. Provoquez la chance au Casino Barrière de Montreux. 365 jours par an. casinomontreux.ch. C'est quoi votre truc ? Depuis 2021, l'événement Vignes et Culture, initié par l'agence ACP, offre des moments inoubliables dans les plus beaux domaines viticoles de Suisse romande. L'objectif est de proposer des événements intimistes, réunissant un nombre limité de spectateurs pour une expérience exceptionnelle. Chaque rencontre comprend un spectacle, des dégustations de vin et des repas composés de produits locaux. Grâce à son succès retentissant, Vignes et Culture a déjà attiré des milliers de spectateurs, approchant les artistes de renom du public dans un cadre unique. Je vais y arriver. Cet été, le festival revient avec des spectacles d'humour et de musique mettant en vedette des talents tels que Thierry Meury, Sandrine Viglino ou encore Christian Makouna. Les 20 et 21 et 25 juin notamment prochains, des événements s'organisent dans la région. Né dans le sillage de la crise du Covid, Vignes et Culture continue de promouvoir les domaines viticoles tout en offrant des événements culturels en extérieur mêlant culture et convivialité et surtout terroir. Bonjour Aurélie Kondo, j'y suis arrivé. Mais bonjour, quel beau lancement. Oh bah dis donc, avec mon prompteur qui m'a fait des petites misères. Non mais voilà, vous avez tout dit en fait. On n'est pas trop mal sorti. Comment ça va Aurélie ? Ça va très très bien, ça va bien. Merci d'être là Merci ce matin. de m'inviter, c'est très gentil. Avec grand plaisir. C'est reparti pour j'ai envie de dire une nouvelle saison quoi. Mais c'est génial, génial parce que c'est la preuve que quelque chose qui naît dans un contexte quand même assez particulier peut aussi se transformer, durer et je suis fière d'avoir réussi ce challenge-là, donc c'est très très chouette et ça commence effectivement la semaine prochaine. Ouais. Ça c'est une belle histoire effectivement. Peut-être rappeler la genèse de cette aventure. Effectivement, tout est né durant cette période de crise Covid qu'on a tous envie d'oublier, mais quand même il y a des points positifs qui ressortent et puis ça a permis cet événement de pouvoir réunir les gens quand même dans des conditions qui étaient un peu compliquées à l'époque, on le rappelle, et puis finalement ça a pris racine quoi. Oui, parce que moi je suis agent artistique au départ, donc c'est vrai que les artistes que je représentais ne pouvaient pas jouer, et je me suis dit où est-ce qu'ils pourraient jouer à défaut de jouer dans un théâtre, et effectivement l'écrin des domaines viticoles est un magnifique endroit pour présenter des spectacles. Alors c'est des cartes de visite, c'est 45 minutes de spectacle, ça donne aussi envie d'aller après découvrir l'artiste dans un théâtre et avec son spectacle en entier, mais c'est vrai qu'on s'amuse bien tout l'été et il y a une vingtaine de dates, déjà des dates complètes, donc je suis contente. Ouais. C'est une pierre trois coups, parce que ça permet de rencontrer l'artiste sur scène avec d'un côté intimiste comme ça, de découvrir les vins de la région, donc ça donne un coup de main aussi à nos vignerons et vigneronnes, et puis les produits locaux, et puis finalement j'avais même 4 coups puisque ça permet de rencontrer des gens sympas, et c'est ça l'idée, c'est la notion du partage qui... Exactement, et puis le domaine viticole est toujours libre de proposer parce qu'il faut qu'il y ait un repas aussi, donc il est libre de proposer ce qu'il a envie de proposer selon sa clientèle, et donc on a des choses folles quoi, on a des poulets rôtis, des fondus, des food trucks, donc les gens choisissent à la fois l'endroit, l'artiste, mais aussi ce qu'ils ont envie de manger, donc c'est plutôt sympa, ouais. Alors ça commence fort, une jolie programmation, ça commence la semaine prochaine, juste avant l'arrivée de l'été qu'on attend avec impatience, on aimerait bien qu'il s'installe cet été, enfin. Ça serait bien. Ça serait pas mal. Thierry Meury, je le disais, Sandrine Viglino et Christian Makouna, mais c'est que le début. Oui, exactement, c'est que le début, la première avec Thierry Meury, elle est complète, donc je suis vraiment très très contente. On a aussi une date à Genève avec Kitry Dulot qui est complète déjà, on va rajouter quelques places, mais ça fait plaisir aussi, les gens reviennent d'année après année, et puis oui, on a des super artistes, on a Blake Eduardo qui était venu avec moi présenter l'événement l'année passée, Moukouna, oui, Christian, il est chouette aussi, c'est le Neuchâtelois de l'Étape, il y a Sandrine Viglino, Lucas Vieumier aussi, qui est vraiment vraiment très très chouette, Bruno Coppens, mon artiste belge qui vient exprès pour une représentation. Donc oui, il y a vraiment du choix. Il y a une soirée impro aussi avec Carlos Enriquez et Fausto Borghini. Ça, c'est à mourir de rire parce que les gens participent un peu, ils lancent des thèmes et c'est souvent des soirées aussi très très drôles. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts quoi. Ouais, c'est une expérience, c'est des moments inoubliables, c'est des moments riches puisqu'il se passe pas mal de choses effectivement, et puis le fait d'être un peu en intimité, j'ai envie de dire, avec les artistes, ça change un petit peu la donne d'un spectacle, j'ai envie de dire, ordinaire. C'est ça, parce qu'il n'y a pas de barrière, en fait, dans un spectacle. Il y a vraiment ce quatrième mur qui sépare un peu les artistes des gens. Et là, alors,
j'avoue qu'il faut envoyer des artistes assez solides sur des événements comme ça, parce qu'il n'y a pas d'artifice. Ouais. Donc tout ce qu'on refuse de vivre dans une salle de spectacle, on le vit. Il fait jour, il n'y a pas de scène. Mais en même temps, c'est cette proximité qui est très très chouette. L'artiste mange avec les spectateurs. Donc c'est vraiment très intéressant pour tout le monde en fait. Ouais. Et l'artiste, je pense que vous avez des contacts avec les artistes, qu'est-ce qui ressort de cette aventure? Il en ressort grandi, enrichi? Oui, parce qu'il doit aussi travailler sur un format court, c'est-à-dire un spectacle, c'est en général 1 heure et quart. Là, il présente quelque chose sur 45 minutes. Il faut directement d'entrée accrocher les gens. Mais bon, après, on a un public qui est hyper bienveillant aussi. Donc, c'est la chance qu'on a d'être en Suisse, c'est d'avoir vraiment des gens chouettes et qui accueillent ça avec plaisir. Mais non, les artistes aiment beaucoup aussi ce format-là. Et ça permet aussi de redécouvrir ou découvrir notre belle Suisse romande, puisque ça se déroule chaque fois dans un autre endroit. Et ça aussi. On a beaucoup de dates à Neuchâtel, donc je suis assez fière parce que je suis de là-bas. Ouais. On a effectivement pas mal de dates aussi dans le canton de Vaud. On a des domaines viticoles de folie dans le canton de Vaud. Une date à Genève et on va aussi en Valais. Alors malheureusement Fribourg, les Fribourgeois, ce serait bien qu'on puisse aussi les avoir, mais souvent ils ont des tout petits domaines et qui ont une petite capacité, donc c'est un petit peu pour ça qu'on les a pas forcément. Puis Jura, désolé, mais ils font pas vraiment de vin, donc voilà, je suis pas au Jura, mais il y a de quoi faire. Bon, il faut d'autres choses que du vin. Oui, exactement. Je pourrais faire vigner bière, culture et bière. Culture et bière, mais pourquoi pas. En tous les cas, le programme complet est à retrouver sur le site internet. Je te laisse peut-être donner l'adresse. Oui, c'est www.vignerculture.ch et c'est assez bien fait, vous verrez, parce que vous pouvez rechercher par canton, par artiste, par domaine. Donc voilà, selon ce qui vous intéresse. Donc c'est parti pour tout l'été, là? C'est parti pour tout l'été, du 20 juin au 30 août. Ouais. Pas de vacances? Si, quand même. Je me suis réservé une petite plage cette année, oui. Mais ça, c'est que du bonheur, donc effectivement, c'est plutôt sympa. Il reste encore des places ou ça c'est un peu pris d'assaut? Il faut réserver, ça c'est important, et pas trop tarder. Mais il reste encore des places, oui. Donc n'hésitez pas, vigneculture.ch pour en savoir un petit peu plus. Aurélie Kondo, est-ce qu'on a tout dit? Mais je crois. Merci beaucoup d'être venu ce matin. Merci à vous. Plein succès pour cette nouvelle édition de Vigne et Culture. Et puis j'espère à très bientôt sur le plateau M le Média. Merci. À très bientôt. À bientôt. Donc j'ai une attache pour nos voisins romains. On appelle ça l'escroquerie, c'est mon métier. Je suis en bonne compagnie avec ça. Non, mais... Je suis Comore, vendeur de drogue. C'est Philippe Morax qui arrive dans votre rêve. C'est ce... Ça va donner de la peine. Presque me faire oublier qu'il est 7h. L'invité du matin. Auteure, compositrice, interprète et conférencière, mon invitée consacre sa vie à inspirer et guider les talents. À travers son école de théâtre musical, elle crée un environnement propice à l'épanouissement artistique. Survivante de violence, elle incarne la résilience et utilise sa notoriété pour promouvoir la conscience de soi, le bien-être et la créativité. En parallèle, elle dirige une entreprise de biotechnologie durable. Cette année, elle fête ses 20 ans de carrière. Elle a composé plus de 100 chansons, publié plusieurs livres et créé de nombreux spectacles. Passionnée de musique et de danse, elle a formé des centaines d'enfants et s'est produite sur les plus grandes scènes de Suisse romande. Elle sera d'ailleurs cet été au Venoche Festival le 17 août prochain. On y sera aussi. Plus récemment, elle a fondé l'association Parle-moi pour soutenir les victimes de violences psychologiques et de harcèlement. Elle écrit des livres et propose des conférences pour aider les victimes à se reconstruire. Elle est également porte-parole d'Amnesty Suisse pour défendre le changement de loi sur le viol. Avec son engagement artistique et social, mon invité continue d'inspirer et de toucher des milliers de personnes, illustrant l'alliance entre la créativité, la résilience et l'engagement. J'y suis arrivé. Bonjour Sonia Grimm. Bonjour Philippe. Comment ça va? Merci pour cette intro. Waouh, j'ai plus rien à dire. Quand même. On va parler de tout ça justement. Comment ça va Sonia? Ça va nickel, mieux que jamais. Ça me fait super plaisir de te voir. Ça fait très longtemps qu'on s'est pas vu. Quelques années. Et puis quand en même temps que j'étais en train de lire cette introduction, je dis mais dis donc, t'en fais des choses. Ouais, bon, je suis un petit peu occupée, mais j'adore ça. Ouais. Et j'adore me diversifier. C'est vrai que on n'a qu'une vie, alors on va en profiter. On n'a qu'une vie, tu as bien raison. Et je crois que tu en profites bien. Et merci de venir nous parler de tout ça. Un peu hyperactif quand même, du coup. En fait, je suis super bien organisée et je travaille vite. Ouais. Donc, quand on est passionné, c'est même pas du travail, en fait. Ouais. C'est ça la règle, c'est de l'organisation. Ouais.
Voilà, ça c'est hyper important. En tout cas, merci d'être là et merci de t'être organisé pour venir nous trouver ce matin avec pas mal de projets. On t'avait... Et d'ailleurs, j'étais un petit peu inquiet, pour te dire la vérité. Je dis, mais où est Sonia Grimm? Et donc, il y a eu un petit moment de... il a fallu, la scène était mise de côté. Après tout ce que j'ai vécu dans ma vie personnelle, j'avais besoin de me reconstruire. Et pour se reconstruire, il faut se ramener à soi, il faut prendre le temps pour soi, une fois dans sa vie, de dire, bon, qu'est-ce que je veux maintenant? Et qui je suis, là, au milieu de tout ça, je m'étais complètement perdue. Donc, j'ai dû me reconstruire, faire ce travail sur moi, pour ensuite pouvoir le transmettre aux autres. Ouais. D'ailleurs, en préparant cette émission, je suis tombé sur une phrase qui est sur ton site. Pour progresser vers la paix, il faut prendre conscience de soi et des autres et comprendre les motifs et les effets de nos comportements et assumer la responsabilité de nos actes. C'est ça. Mais la paix commence entre nous, nos proches, à la maison, avec nos voisins. On parle de paix tout le temps dans le monde, mais on peut commencer à faire la paix avec nos proches au lieu de vouloir toujours penser aux autres, enfin se dire que les autres doivent le faire à notre place. Commençons-nous par être polis, gentils, et par avoir conscience de nos comportements destructeurs en famille, avec nos proches. Si on déverse notre colère le soir ou notre fatigue sur nos proches, c'est pas comme ça de faire la paix en fait. C'est prendre conscience de tout ça, de nos propres comportements qui pourraient blesser autrui. Et comme ça, on commence par faire la paix dans notre petit environnement personnel. Donc là, il y avait besoin de faire une pause, de prendre un peu de recul, de respirer, de voir un petit peu son horizon. Surtout de me reconstruire, parce que comme j'ai subi de la violence, j'étais complètement déconstruite à l'intérieur, je ne savais plus qui j'étais. Donc il a fallu que je me ramène à moi-même pour justement mais ça, je vais peut-être mieux l'expliquer après, mais pour me désidentifier de mes pensées, de mes croyances limitantes, de tout ce qui me faisait tellement souffrir, pour pouvoir me reconstruire autrement, au-delà des souffrances, pouvoir les gérer, en prendre conscience et pouvoir les guérir. Et ce qui est magnifique dans tout ça, c'est que tu décides d'aider aussi les autres qui sont victimes, comme toi, de ce genre de problématiques. Disons que j'ai eu la chance, et c'est vraiment une chance immense, d'avoir rencontré Steve Albantineo, qui m'a fait passer à travers sa méthodologie KYF, Know Yourself First. Et quand j'ai vu le changement que ça avait vu sur ma qualité de vie, sur mon bien-être, je me suis dit, mais je ne peux pas le garder pour moi, il faut le transmettre. Donc d'abord, on a écrit un livre, maintenant c'est une application mobile, on fait aussi des conférences. Donc l'idée, c'est vraiment de transmettre cette méthodologie au plus grand nombre, parce qu'elle est tellement précieuse, elle permettra à des milliers de victimes de se reconstruire, et d'arrêter de souffrir et de sortir du cycle de la violence. Tu as écrit un livre aussi, Parle-moi. Oui. Parle-moi, justement, qui est l'explication de la méthodologie. Et maintenant, je le mets en vidéo dans une application qui s'appelle Stop Violence, où les gens peuvent se ramener à eux-mêmes, comprendre qu'est-ce qu'une pensée, qu'est-ce qu'une souffrance, comment est-ce qu'elle se crée, qu'est-ce qu'une émotion, comment elle se génère et qu'est-ce qu'on en fait, et pouvoir se désidentifier des pensées pour sortir de ce vélo mental qui nous fait tellement souffrir et se ramener à soi, à qui on est à l'intérieur, à notre vibration, à l'énergie qu'on a dedans pour pouvoir être soi au-delà de ces pensées qui nous font souffrir et qui nous font douter et qui nous font penser qu'on n'est pas valable, pas aimable, et du coup on accepte des choses qui sont inacceptables. Et comment on en est arrivé là ? On a tendance à s'oublier parce qu'on a une vie effrénée. Comment on en arrive à s'oublier à ce point-là, finalement ? Quel constat c'est lié à des blessures d'enfance qui ne sont pas prises en compte. Si ça peut être des petites choses, mais depuis la petite enfance, on peut avoir cette sentie pas valable, pas aimable, pour diverses raisons. Pas forcément parce qu'on a subi de la violence en famille. Il y a d'autres choses qui peuvent le faire, notamment l'hypersensibilité. Et après, ça se répète en boucle dans notre vie, et ça augmente au fil du temps, et qui fait qu'on s'oublie complètement. On va, par exemple, se soumettre, et on va pas oser rétorquer quand quelqu'un nous attaque, on va plutôt baisser les yeux. Et il y a quelque chose en nous qui est brisé depuis toujours. Donc l'idée avec Know Yourself First, c'est de revenir à soi et d'aller guérir de ces blessures sources pour qu'après ça sorte définitivement de notre vie. Et dans ce livre, c'est quoi ça ? Tu écris un mode d'emploi pour apprendre à utiliser cette méthode, ou c'est plutôt un témoignage ? Non, c'est ni l'un ni l'autre, parce que les chemins pour y arriver sont multiples. C'est montrer aux gens comment ils peuvent construire leur propre chemin vers eux-mêmes. Et c'est vraiment, chacun va devoir créer son propre chemin. C'est une démarche très personnelle. Donc, j'explique pas, avec Steve, on n'explique pas comment faire, mais on donne des clés pour que les gens puissent créer leur propre, se ramener à eux-mêmes. C'est une désidentification du mental et un accès à sa propre conscience. Ça veut dire, je prends conscience de ce que je vis dans l'instant présent, de mes émotions et de mes croyances, pour pouvoir sortir du mental et le voir de l'extérieur, prendre de la distance avec tout ça, pour pouvoir ensuite guérir et me reconstruire autrement. C'est vraiment une renaissance complète et fondamentale de qui on est. Donc c'est un travail individuel qu'on doit faire
sur soi-même. Oui, personne ne peut le faire à notre place. C'est ça, donc, on peut être aidé, par contre, on peut voilà. avoir des gens qui donnent des pistes, voilà, c'est ça. Des clés peut-être. Donc avec la méthodologie, on guide les gens déjà pour qu'ils puissent le faire par eux-mêmes et après on les encourage évidemment à aller voir des spécialistes, des thérapeutes, des psychiatres, psychologues, des gens qui peuvent les aider à débloquer des choses parce qu'on a aussi énergétiquement des blessures qui sont inscrites dans notre corps et il y a des méthodologies, enfin des méthodes comme le MDR ou le brain spotting qui aident à sortir les traumas et à les soigner. Donc l'idée c'est aussi de leur présenter dans l'application Stop Violence tout ce qui existe comme différentes thérapies pour qu'ils puissent choisir et quelque chose va leur parler, ils vont essayer ça et ils vont créer leur propre chemin vers la guérison. Alors il y a le livre et puis il y a cette application justement qui va sortir là tout prochainement. Les prochains jours. Stop Violence, une application que tu offres d'ailleurs à quelques-uns de nos téléspectateurs et auditeurs ce matin. Les premiers arrivés seront les mieux servis. Vous envoyez tout simplement, on va en parler justement de cette application. Vous envoyez le code JEU, J-E-U avec vos coordonnées complètes que vous nous faites parvenir par WhatsApp uniquement au 079 121 9000. JEU, coordonnées complètes par WhatsApp 079 121 9000. Et cette application, alors qu'est-ce qu'il y aura dessus et comment ça va fonctionner Quelle est un petit peu la technologie et le mode d'emploi de cette app? Alors, à quoi va-t-elle servir? Pour commencer, c'est des vidéos avec vraiment un parcours transformateur. Donc en suivant les vidéos, l'idée c'est de comprendre comment fonctionne l'être humain au niveau des pensées, des croyances, des émotions et de comment on fonctionne. On l'apprend pas, on va apprendre la géographie et les maths et on n'apprend pas qui on est et comment gérer notre être. Donc déjà comprendre et ensuite avec des pratiques pour pouvoir se ramener à soi, à son propre ressenti à l'intérieur et justement se désidentifier du mental. C'est un parcours vers sa propre conscience. Donc la compréhension ne suffit pas. Après, il faut modifier son mode de vie par la pleine conscience, par des exercices pour se plonger dans le moment présent et s'éloigner des pensées. Les souffrances sont dans nos pensées, dans le mental. Donc si on arrive à prendre notre mental et à le mettre plus loin et à plus s'identifier à lui, à plus le croire, du coup, on s'éloigne également des souffrances. C'est là tout l'intérêt. Donc il y a des vidéos et puis ensuite, on va développer également une espèce de jeu où on va pouvoir apprendre à gérer les attaques, les situations de violence verbale, de violence psychologique pour savoir comment y réagir. Ça, c'est en cours. L'application va constamment évoluer. Donc, si vous avez d'autres idées, si vous avez envie d'y contribuer, vous êtes une association ou des professionnels, n'hésitez pas, contactez-moi. L'idée, c'est vraiment que ça devienne une plateforme où il y aura un maximum d'informations pour les victimes qui puissent être disponibles de partout pour que tout le monde puisse créer son propre chemin avec toutes les informations qui peuvent aider. Ah ouais. Ça va donner de la peine. Presque me faire oublier qu'il est 7h. L'invité du matin. Mon invité ce matin, je suis très content de la recevoir. Ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas vu. Sonia Grimm, merci. Des années, mais on ne rajeunit pas. Merci Sonia Grimm d'être sur le plateau ce matin. Ce livre, Parle-moi, qu'on trouve absolument partout. Oui. Ce livre qui donne, je le disais, des clés, peut-être, et aussi peut-être des pistes pour pouvoir avancer dans la vie et sortir de certains carcans dans lesquels on est peut-être un peu prisonnier psychologiquement parlant. Oui, en fait, la méthodologie KYF a été développée à la base par Steve Albantineo avec des professionnels psychologues, psychiatres et autres pour des sportifs de haut niveau, en l'occurrence des champions de Formule 1, pour leur montrer comment accéder à ce que les sportifs appellent la zone, cet espace de non mental, c'est-à-dire se reconnecter à notre soi intérieur, à notre vibration, à nos ressentis. D'accord. Et cette zone, on peut y accéder en tout temps, nous aussi, il n'y a pas que les sportifs de niveau. Et ça permet justement de mettre toutes les souffrances, les pensées négatives, toutes ces croyances qu'on a sur soi à distance pour pouvoir se plonger dans le moment présent et se ramener à la réalité du maintenant, où il n'y a pas de souffrance et où on peut faire les choix qui sont justes pour soi. La conscience de soi, de ce qu'on vit dans le moment présent, pour ensuite faire des choix conscients, c'est-à-dire qu'on ne dépend plus de nos émotions, on n'est plus en réaction par rapport à la vie, on les subit plus, mais on les voit de loin et on décide ce qu'on veut en faire, notamment les transformer en quelque chose de positif. Ouais. Et après, c'est évidemment du bien-être, on se sent tellement mieux, on arrive à sortir. Ça, c'est faire le ménage, en quelque sorte. Oui, un ménage profond pour renaître autrement. Des événements négatifs, il y en aura toujours. Des gens qui vont nous insulter ou nous dépasser, nous faire des doigts d'honneur dans la rue. Oui. Il y en aura toujours. Mais comment je les gère? Comment je fais pour pas être impactée, pour pas que ça me blesse à l'intérieur et que ça me détruise et que ça mette le doigt sur mes blessures passées, en fait. Et pouvoir se distancer et se ramener à soi dans quelque chose de sain, où on se sent bien et en paix. Ce qu'on appelle la résilience. Oui, absolument. Voilà.
prendre un peu de distance et puis par la main, ça m'intéresse. Il y a une partie du monde qui est faite pour emmerder l'autre, on le sait. C'est le bon moyen de mais finalement... on se rend jamais compte quand c'est soi-même qui emmerde l'autre. On n'a pas conscience de nos propres comportements toxiques et ça permet aussi de se rendre compte justement de ce qu'on fait nous qui pourrait éventuellement blesser les autres. On croit toujours que c'est l'autre qui se comporte mal alors qu'on a tous des comportements qui potentiellement peuvent blesser autrui. On a notre propre responsabilité dans les relations. Parle-moi, Sonia Grimm et Steve Albentineo, qui a écrit ce bouquin avec toi. Et un expert en négociation à la base. Un expert en négociation, effectivement. Il faut vous le procurer dans toutes les bonnes librairies, évidemment. N'hésitez pas. Et puis, l'application qui va arriver tout prochainement, on le disait tout à l'heure, Sonia, elle est en cours, elle va arriver, c'est en train de se finaliser. Voilà, elle est chez Apple Store et Google. Et on attend juste le petit clic de départ. Ouais. Et voilà, donc on peut vous la proposer en avant-première, c'est ça qui est très très chouette. Et c'est des abonnements annuels, ça vous permet de faire toute la procédure en entier pour pouvoir vous reconstruire en entier. Stop Violence, l'application, très très prochainement. Et puis, vous l'avez entendu, en avant-première, vous pouvez remporter 10 abonnements d'une année. Sonia Grimm vous offre ce cadeau ce matin en avant-première sur M le Média. Merci. Vous envoyez pour ce faire le code JEU, J-E-U. Coordonnées complètes par WhatsApp au 079 121 9000. Vous le faites maintenant pour pouvoir repartir avec cette application Stop Violence. Bravo pour ce que tu fais, Sonia. Et merci d'être venue. C'est ma façon de rendre au monde tout ce que vous m'avez donné. On parle un petit peu de musique quand même. Oui, avec alors, plaisir. Tu reviens sur scène. On a parlé, j'ai donné tout à l'heure dans l'introduction la date du Venoche Festival. Les planches, ça te manque un petit peu quand même. Oui. Les enfants, le rapport avec les enfants, parce que cette fraîcheur, c'est toujours des moments de gaieté. Et au Venoche Festival, ce qu'on va faire de très chouette, c'est que les enfants du public vont participer sur scène. Donc on va les former pendant 30 minutes avant de monter sur scène. On va leur expliquer toutes les chorégraphies, leur apprendre, et ensuite ils montent sur scène. Et c'est eux les stars du moment, et ce moment de partage qui est très chouette, autant pour les enfants que pour les parents. Et du coup, ils peuvent faire plein de photos, et c'est toujours très joyeux, parce qu'ils sont très contents, très fiers. Ils ont l'impression qu'ils font un spectacle magnifique, et pour eux, c'est des souvenirs pour toujours. Ouais, et puis les enfants, ils ont des grands souvenirs de tous ces moments que tu as déjà partagés sur scène. Le 17 août prochain au Venoche Festival, il y a d'autres projets qui se dessinent sur scène, ou c'est quelque chose comme ça qui va... Alors très peu, c'est la seule date dans le canton de Vaud. Alors venez au Venoche Festival, mais sinon on fait aussi des concerts dans les écoles contre le harcèlement scolaire, sous forme de conférences chantées. Ça veut dire qu'on explique tous les sujets liés au harcèlement, et entre deux, on glisse des chansons qui traitent du même sujet, mais qui permettent d'accéder à l'émotion, donc d'ouvrir le cœur et les émotions pour rendre les gens et les enfants plus réceptifs. Et ça nous permet de parler de ces sujets qui sont tellement d'actualité. Avec la musique, on arrive à guérir l'âme. Oui, on arrive à exprimer les émotions qui nous font du mal, à les laisser sortir. C'est ça qui est tellement important, c'est de ne pas les garder enfouies. Merci Sonia Grimm. Merci à toi Philippe. Qu'est-ce que je peux te souhaiter aujourd'hui ? Rien. Rien que ça continue. Que ça continue. Que tout ce que je fais, je puisse continuer à le faire, puisque j'ai énormément de plaisir à le faire. Mais sinon, j'ai réussi à créer aujourd'hui une vie qui correspond à ce que j'attends. Donc, que ça continue. Je suis content de t'entendre dire ça. T'as passé un bon moment avec nous ce matin ? Génial. Et je conseille à tout le monde de venir, même à 7h. On est très bien accueillis. Et je suis vraiment très heureuse de voir que c'est en même temps diffusé à la télé. Ça fait plaisir d'être revoir à la télé, de te voir en images. Et télé et radio. Tu as choisi un titre qui a une signification pour terminer cette interview. Pourquoi cette chanson des Pentatonix ? Alors, parce que je trouve que les voix, c'est quelque chose qui me fait vibrer, en ce qui me concerne énormément. Et je les sens à l'intérieur de moi, ça me permet de ramener à mon corps. La vibration des voix et des voix qui chantent ensemble, c'est quelque chose que je trouve très puissant et qui nous ramène vraiment à notre énergie à l'intérieur. Et pour moi, c'est un très bon moyen de me ramener à moi, qui est une forme de méditation. Et les voix ont une vibration particulière. C'est uniquement des voix, il n'y a pas d'instrument, ce que vous entendez. D'accord, que des voix. C'est un super travail de précision. Donc, prenez le temps d'écouter les Pentatonix, parce que justement, c'est que des voix et ça vibre très particulièrement dans votre corps si vous portez l'attention à l'intérieur de vous quand vous écoutez. Merci pour toutes ces belles choses que tu nous as dites ce matin. L'application Stop Violence,
Jeu coordonnées complètes par WhatsApp 079 121 9000. Le livre Parle-moi dans toutes les bonnes librairies. Et puis le site internet sonia-grim.ch sonia-grim.com ou associationparlemoi.ch. .com aussi, pardon. Ça, c'est affiché sur le bas de votre écran. Merci Sonia. Merci, bonne journée à tout le monde. Et tu reviens quand tu veux, la porte est grande ouverte. Merci beaucoup. Et bravo pour ce que tu fais. Balance ton sport. Le dimanche 7 juillet prochain, rendez-vous pour le départ de l'une des plus belles courses du canton de Vaud, de Montreux. Les participants partiront de Montreux donc pour les Rochers-de-Nez avec une course de combien de kilomètres on a dit tout à l'heure? C'est combien? 18,8. Et ben dis-moi, alors ça c'est kilomètres et puis après il y a le dénivelé, on va en parler dans un instant. Et puis ce matin, nous recevons Jean-Luc Terretac qui est donc organisateur de cette course Montreux-les Rochers-de-Nez. C'est la combienième édition cette année? 42e. 42e. Voilà, j'ai eu quelques infos quand même. Donc 18 km. Alors 18 km, on se dit comme ça, ça va, 18 km. Mais ça grimpe, hein. C'est un dénivelé de ouf, hein, comme on dit. 1600 mètres de dénivelé, oui, sur le grand parcours. Je ne sais pas si vous imaginez, hein, mais c'est pas mal. Hein, oui, c'est assez faux. D'ailleurs, pour se rendre compte, peut-être, 18,8 km, le record établi sur l'homme le plus rapide de l'histoire, c'est 1h25 et 36 secondes. C'est long pour 18,8 km si on imagine, qu'on le projette sur du plat par exemple. Ça témoigne du côté très costaud, très exigeant de cette course. Oui, tout à fait. Alors, je pense que pour aller faire un temps comme celui-ci, ça demande énormément de préparation et là, on parle vraiment d'athlètes qui font ça au quotidien. Alors c'est évidemment pas une course réservée aux athlètes de haut niveau, pas besoin de la faire en moins d'1h30. Jean-Luc Terretac, on l'a dit tout à l'heure, cette course, elle est magnifique. Si vous pouviez nous donner l'eau à la bouche avec 2-3 spots, vos coins favoris sur le parcours, avec peut-être des panoramas un peu magnifiques, c'est quoi vos coups de cœur ou votre coup de cœur ? Alors, j'ai beaucoup de coups de cœur sur ce parcours. Le premier, c'est effectivement le passage dans la vieille ville de Montreux, le quartier des Planches. Ensuite, les gorges du Chaudron, qui sont hors du temps. Et ensuite, alors, peut-être l'arrivée à Sonchaux, là où les parapentes décollent pour aller se poser à Villeneuve. Et puis, ensuite, tout le dernier kilomètre, si les participants se retournent, ils ont vraiment cette vue incroyable sur le Léman. C'est une course populaire où plusieurs centaines de coureurs seront présents. C'est une préparation différente qu'un semi-marathon, qu'un marathon. Est-ce que c'est accessible à n'importe qui ou ça nécessite quand même une grosse prépa ? Alors, en tant que coureur, je pense que ça nécessite une préparation quand même importante. Par contre, il est possible d'effectuer ce parcours-là en marcheur, avec un départ à 7h30 pour le long parcours, et puis également en marcheur sur le demi-parcours où on peut partir depuis Caux. Et là, on est à 9,5 km pour 920 mètres de dénivelé. Donc c'est plus accessible. C'est la 42e édition de cette course mythique. Comment est-ce que vous avez vu évoluer le public ? Est-ce qu'il y a de plus en plus de coureurs du dimanche, on le dit très sympathiquement ? Est-ce que c'est le cas, ça devient de plus en plus populaire ? Alors, c'est clair que la course, les trails aujourd'hui sont très tendance. On voit beaucoup de participants qui n'ont pas spécialement d'entraînement spécifique, en tout cas, qui communiquent comme tel et qui font ça simplement parce qu'ils aiment cette atmosphère, ce côté familial qu'on a dans cette course et puis l'accueil qu'on peut leur proposer. Pour ceux qui nous suivent ce matin, est-ce que vous avez des conseils sur le tracé ? Est-ce qu'il faut partir un peu vite ? Est-ce que la fin est plus difficile que le début ? C'est quoi un peu le relief, comment vous le décrirez et son évolution au fil du parcours ? Alors, on voit que ceux qui démarrent en trombe, ils ont toujours de la peine sur la fin du parcours. Non, je pense qu'il faut maîtriser son effort au départ. Il faut prendre en considération aussi qu'il y a toute une partie sur l'asphalte entre Glion et Sonchaux. Peut-être là où les coureurs ont peut-être envie d'accélérer un tout petit peu la cadence, mais ça commence à se corser à partir de Sonchaux. Cette course, elle aura lieu le 7 juillet. J'imagine que la météo, la chaleur peut jouer un rôle important dans cette course-là. C'est une des données à gérer pour les coureurs ? Complètement. Alors pour eux, on a 9 points de ravitaillement tout le long du parcours. Donc là, ils sont clairement bien servis. Ils ont de quoi s'hydrater, de quoi reprendre de l'énergie.
Donc par rapport à ça, je dirais que la température n'aura pas beaucoup d'incidence. Par contre, nous en tant qu'organisateurs, on souhaite avoir le temps le plus favorable possible afin de pouvoir bénéficier de cette vue au rocher. Les coureurs, quant à eux, préfèrent un temps comme aujourd'hui, légèrement couvert, pas trop chaud, ce qui leur permet d'avoir des conditions plutôt favorables. Merci beaucoup Jean-Luc Terretta. Un tout petit mot pour conclure sur ce livre que vous nous avez gentiment apporté, 35, qui retrace les 35 ans d'histoire de cette course, qui a été édité il y a quelques années, c'est ça ? Oui, tout à fait. Alors, c'était à l'occasion de notre 35e anniversaire. L'idée pour nous, c'était un tout petit peu de pouvoir reposer l'histoire de cette course qui est née en fin de compte de la fin d'une autre course qui était Montreux-les-Pacos. Et lorsqu'il y a eu la construction de l'autoroute, effectivement, il a fallu changer le parcours. Et puis, là, les organisateurs ont décidé de créer cette course mythique Montreux-les-Rochers-de-Nez. Merci beaucoup Jean-Luc Terretta. La course donc entre Montreux et les Rochers-de-Nez, ce sera le dimanche 7 juillet. Les inscriptions sont toujours ouvertes sur votre site montreuxlesrochersdenez.ch. Le bouquin j'imagine aussi. Allez-y, ça va être une magnifique course dans un non moins magnifique environnement. On s'inscrit ? Avec plaisir. Le 7 juillet. De toute façon, on sera à Montreux. On sera à Montreux. Juste une question par rapport à ça, parce que ça va être compliqué pour circuler à Montreux. Là, évidemment, pour toutes celles et ceux qui veulent peut-être venir encourager, il faut venir encourager les participants, il faut venir en train. De préférence en transport public, tout à fait, oui. Voilà, comme ça c'est important de le rappeler. Merci beaucoup. Mardi Cinéma. Avec Thomas Lécuyer. Bonjour Thomas Lécuyer. Bonjour Philippe. Comment il va Thomas Lécuyer ? Ça va très très bien. Son festival s'est bien passé. Ça s'est très très bien passé. Le Blues Rules, 14e du nom. On est heureux mais fatigué, mais heureux. Très bien, oui c'est ça. Pas le blues, c'est la fatigue. Non, c'est le bonheur complet. Ouais. Bon, très bien. On va parler cinéma, 7e art, comme chaque mardi. Et attention, on va vous parler tout à l'heure de House of the Dragon, saison 2. Ça démarre le 17 juin prochain, uniquement sur Canal+. Je vous rappelle que l'avant-première a lieu ce soir à Millennium avec M le Média et Canal+, évidemment, et que nous sommes victimes de notre succès. On est obligé d'organiser 2 projections ce soir, mon cher Thomas. C'est une bonne nouvelle. S'il y a trop de monde, on peut envoyer un dragon, toujours. Voilà, c'est ça. Donc, tout à l'heure, émission spéciale autour de ce phénomène, parce que c'est un vrai phénomène, House of the Dragon. On va en parler d'ici quelques instants. Un spécialiste sur le plateau, il s'appelle Thomas Lécuyer, spécialiste de House of the Dragon. Oui. Moi, j'ai été fasciné par cette série, d'abord par Game of Thrones au début, qui est une des rares séries à avoir l'ampleur d'un film de cinéma. Donc on est vite rentré dedans. On en parle tout à l'heure, mais avant cela, on va parler notamment des news cinéma et on va parler de Problemos. Oui, on commence les news avec une bonne nouvelle, puisqu'une des comédies françaises les plus réjouissantes de ces dernières années, le Problemos d'Éric Judor, sorti en 2017, aura une suite. C'est le réalisateur lui-même qui l'a annoncé il y a quelques jours sur son compte Instagram. Alors pour mémoire, Philippe, Problemos a visé juste 3 ans avant le Covid en racontant les aventures d'une petite communauté de zadistes en lutte contre la construction d'un parc aquatique sur la dernière zone humide de la région et surtout, plus généralement, en lutte contre la société moderne, la Grande Babylone, qu'il faut abattre. Alors lorsqu'un beau matin, la barrière de CRS qui leur fait face a disparu, la communauté pense l'avoir emporté sur le monde moderne, mais en fait, pas du tout. À l'exception de leur campement, la population terrestre a été décimée par une terrible pandémie. Alors cette comédie totalement décalée, totalement à part, un peu visionnaire, est incroyable, notamment grâce à son casting qui compte entre autres Blanche Gardin, Éric Judor, Monsieur Fraise ou Bounaïmine, et son humour noir ravageur en ont fait une comédie culte. On a hâte de voir la suite qui se profile à l'horizon, même si on ne sait pas encore qui sera au casting de cette suite annoncée par Éric Judor lui-même. Très bien, la plus précieuse des marchandises. Michel Hazanavicius, le réalisateur oscarisé de The Artist et d'OSS 117, se met au cinéma d'animation et son premier long-métrage animé vient d'être présenté au Festival du film d'Annecy. Le cinéaste, un diplômé de l'École nationale d'art de Paris-Cergy, dessine depuis sa jeunesse et a décidé d'adapter le roman de Jean-Claude Grimberg, La plus précieuse des marchandises. Alors l'histoire, Philippe, se déroule en Pologne au cœur de la Seconde Guerre mondiale. Dans le train le conduisant lui et sa famille vers les camps de la mort, un homme décide de balancer par la fenêtre son nouveau-né pour lui donner un espoir d'être sauvé et de vivre. Le bébé sera recueilli par une bûcheronne qui va l'élever contre l'avis de son mari, gangréné par l'antisémitisme de l'époque. Il finira par devenir le plus grand défenseur de cet enfant en danger, alors que ses camarades de travail, qui sont mus par la haine du juif, décident de l'éliminer. C'est un film très très fort, un sujet très très fort aussi, alors même que l'antisémitisme n'a jamais été aussi présent dans nos sociétés depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, et ça sortira en octobre sur les écrans.
On parle des Beatles aussi ? Oui, un projet titanesque autour des Beatles, celui de Sam Mendes, le réalisateur de American Beauty et Skyfall, prépare une quadrilogie. Philippe, rien que ça sur les Beatles, il s'agit d'un projet phénoménal de 4 films, chacun d'eux racontant le point de vue d'un des membres du groupe. Donc il y aura le film sur John Lennon, le film sur McCartney, le film sur Ringo Starr, vous l'aurez compris. Le casting annoncé est impressionnant avec Harris Dickinson en John Lennon, Paul Mescal en Paul McCartney, Barry Keoghan en Ringo Starr et Charlie Hero en George Harrison. Alors pour rappel, Harris Dickinson s'est imposé récemment dans la Palme d'Or sans filtre. Paul Mescal n'arrête plus de faire parler de lui depuis Normal People et After Sun. Barry Keoghan, c'est le petit génie qui joue dans La mise à mort du cerf sacré et Saltburn. Et Charlie Hero, il est un petit peu moins connu que les autres, mais il a quand même été remarqué dans le Rocketman réalisé par Dexter Fletcher. Sam Mendes devrait démarrer son tournage en milieu d'année prochaine. Il y a donc de grandes chances pour que ces longs métrages débarquent en 2027 à raison d'un film par trimestre. L'année 2027 sera donc définitivement une année Beatles, comme cette année, puisqu'il y a eu la sortie du nouveau single, comme l'année d'avant, comme l'année d'avant-avant. Ouais. Bref, comme tous les ans, les Beatles continuent d'exister. Il faut attendre 2027. 2027. Très bien, merci. On passe au film que vous aurez l'occasion de retrouver dès demain dans les salles obscures, avec ce premier film que vous nous proposez. Oui, on commence avec The Beauty of Flower, un documentaire brésilien primé au Festival de Cannes, présenté dans la sélection Un certain regard. Alors on est au cœur du Cerrado, la savane brésilienne, où vivent les Krao de tout temps en lutte pour sauver leur terre et leur liberté. Le film a été tourné durant 15 mois en symbiose avec cette tribu et il met en lumière les voix authentiques des autochtones qui deviennent les actrices et acteurs de leur propre film, entre documentaire et fiction. En décrivant les rites, la résilience et le combat de ce peuple, René Nader Messora et Joao Salavisa nous invitent à épouser une autre relation au monde et à la nature dans un film infiniment envoûtant. Et c'est à voir dès demain dans les cinémas. Et on termine avec Les Guetteurs. Oui, le premier film d'Ishana Night Shyamalan. Alors si ce nom vous dit quelque chose, Philippe, c'est parce que c'est la fille de M. Night Shyamalan, le célèbre réalisateur du Sixième Sens, d'Incassable ou encore du Village, qui reste un des films qui m'a fait le plus sursauter au cinéma. Ishana, donc la fille, sort son premier long métrage en tant que réalisatrice et comme son papa, elle aime les films qui font peur. Les Guetteurs, puisque c'est le nom de son premier film avec Dakota Fanning, c'est à découvrir dès demain au cinéma et ça nous raconte l'histoire de Mina, une jeune femme perdue dans une forêt qui trouve refuge dans une maison déjà occupée par 3 personnes. Elle va alors découvrir les règles de ce lieu très secret. Chaque nuit, les habitants doivent se laisser observer par les mystérieux occupants de cette forêt. Les guetteurs, ils ne peuvent pas être vus, mais eux regardent tout. Ah, ça a l'air pas mal. Très bien. Je pense que c'est bien. Malheureusement, je n'ai pas eu la chance de le voir. Bon, c'est à voir. En tous les cas, dès demain, dans les salles obscures. Allez, on parle du titre de la semaine que vous avez choisi. Tiens, ça me fait penser aux Blues Brothers. Oui, exactement. Petit clin d'œil au festival Blues Rules qui s'est déroulé ce week-end avec Red Charles, incroyablement drôle, qui a la gâchette facile en gérant d'un magasin de musique. The singer makes a thing tonight, but it's nothing you and me, baby. I would show you how to do it right. 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 Twist it, shake it, shake it, shake it, shake it, baby. How it go? Shake it out, baby. Here we go, lift it up. Bend over, let me see you shake your tail feather. Bend over, let me see you shake your tail feather. Come on, let me see you shake your tail feather. Come on, let me see you shake your tail feather. Twist it, shake it, shake it, shake it, shake it, baby. Here we go, loop de loop. Shake it
Mardi Cinéma. Avec Thomas Lécuyer. Le top flop de la semaine. Et on commence avec Gloria. Oui, Philippe, c'est mon coup de cœur de la semaine à l'Institut San Ignacio, orphelinat et conservatoire pour jeunes filles. Tout le monde s'agite en vue de la visite imminente du nouveau pape et du grand concert qui sera donné en son honneur. Teresa est une jeune domestique silencieuse et solitaire et elle fait une découverte exceptionnelle qui va révolutionner la vie du conservatoire. Un immense piano à queue, un piano forte, est caché dans la cave. Alors une sorte de société musicale clandestine se met en place, une sorte de cercle des poètes disparus, cercle des musiciennes disparues. Des orphelines vont s'allier à la domestique pour tenir tête à l'imbuvable prélat et prendre enfin leur destinée en main. Ce film est incroyable, j'ai adoré, c'est d'une énergie, d'une force, d'une beauté, d'une luminosité incroyable. Il est porté par un magnifique quintet de comédiennes avec à sa tête la talentueuse Galatea Bieluggi, déjà vue récemment dans Chien de la casse et la passion de Dodin Bouffant. C'est vraiment... On sort de là, on est réjouis. Il faut aller au cinéma pour prendre une tranche de bonheur, parce que si l'action se situe bel et bien au XVIIIe siècle, la bande originale du film, qui est composée par sa réalisatrice Margherita Vicario, qui est une chanteuse très très connue en Italie, brise la temporalité et nous emporte jusqu'au XXe siècle. Hein. Il y a des morceaux électro, il y a des morceaux pop, il y a des morceaux classiques. C'est très très varié, la bande originale et les chansons que chantent ces orphelines et cette domestique. Et puis il y a une énergie autour de cette société de jeunes femmes, cette sororité des orphelines face à un patriarcat social et religieux totalement dépassé qui fait plaisir à voir. C'est vraiment un grand coup de cœur. Ça, c'était le top de la semaine. Il faut vraiment y aller. Maintenant, on va passer au flop. Avec Paradis Paris. Oui, Philippe, alors à l'inverse, grosse déception pour Paradis Paris, le nouveau film de Marianne Satrapi, connue et reconnue pour ses films d'animation et ses BD magnifiques, hein, comme Persépolis ou Poulet aux prunes. Alors elle est passée à la réalisation en prise de vue réelle depuis quelques années, et ses films précédents, comme The Voices, totalement déjantés, ou le biopic sur Marie Curie, Radioactive, étaient des réussites. Elle revient avec Paradis Paris, un film choral et un casting démentiel. Monica Bellucci, Ben Aldridge, André Dussolier, Rossi de Palma, Roche Dizem, Alex Lutz. La réalisatrice va suivre le destin de plusieurs personnes qui n'ont rien à voir mais qui sont toutes confrontées à un rapport particulier avec la mort. Il y a un ado suicidaire, un cascadeur téméraire qui voit son fils avoir un accident, une célèbre cantatrice annoncée morte par erreur alors qu'elle est bel et bien vivante, un tueur en série, le célèbre animateur d'une émission d'enquête sordide, un cafetier inconsolable de la mort de sa femme, un apprenti thanatopracteur, ce sont ceux qui maquillent les morts, un policier. Bref, tout ce petit monde s'interroge sur la mort et conclut qu'en attendant, en attendant la mort, il faut mieux vivre du mieux qu'on peut plutôt que d'en avoir peur. Cela aurait pu être charmant si ça n'était pas d'une part complètement décousu, poseur et plein de pensées philosophiques instagrammables et totalement clichés, du genre la mort c'est triste, alors autant vivre heureux. Bref, la mayonnaise ne prend pas du tout. Il y a un pari de pacotille où les situations sont souvent mal amenées, mal jouées ou carrément gênantes. Certaines prestations d'acteurs et d'actrices sont hyper mauvaises et franchement, rendre Monica Bellucci mauvaise à l'écran, c'est vraiment un challenge. Il est énervé non, mais je suis déçu. Bah oui, parce que je suis déçu. Ouais. C'est une réalisatrice que j'aime beaucoup, et là, je trouve que c'est limite du foutage de gueule en fait. Monica Bellucci est mauvaise, Alex Lutz, pareil, il tape à côté de son rôle. Et à l'inverse, il y a certains personnages qui sont réussis et qui sont totalement sous-exploités. Par exemple, Rossi de Palma, qui est incroyable, on la voit pas assez. André Dussolier ou Roche Dizem aussi. Bref, pour un film sur l'envie de vivre face à l'inactualité de la mort, ça manque cruellement d'humour, de cynisme, de magie et de poésie. Bon, c'est dommage. Bon, on a compris. Voilà. Il est énervé, maintenant on a gagné. Hein. Merci Thomas Lécuyer. Ça, c'était le flop de la semaine, Paradis Blanc, mais si vous voulez le voir, ça sort demain. Alors bien sûr, donnez-nous votre avis aussi, et j'ai peut-être tort selon vous, qui nous regardez. Non, mais voilà, c'est... Mais en tout cas, par contre, là, je suis sûr de quelque chose, Gloria, incroyable. Mardi Cinéma avec Thomas Lécuyer.
Et on parle ce matin dans Mardi Cinéma de la saison 2 de House of the Dragon à découvrir en exclusivité dès le 17 juin sur Canal+. Et cette soirée exceptionnelle qui vous attend ce soir, qui se profile pour cette occasion, les avant-premières, ça se passe à Millennium, avec la projection en avant-première donc, et en Dolby Atmos du premier épisode de cette saison 2, très attendue. Rendez-vous aussi avec les news ciné qu'on a eu tout à l'heure et on va en parler justement de ce House of the Dragon saison 2, mon cher Thomas Lécuyer. Vous êtes apparemment un spécialiste de cette série. Vous avez pas loupé un épisode. Oui, hein, c'est alors pas de la saison 2 puisqu'elle n'est pas encore sortie. House of the Dragon, c'est une série préquelle qui se concentre sur la dynastie Targaryen, une dynastie de mythes, de folie, d'inceste et de cheveux d'argent dans la série originale Game of Thrones et dans la série de livres Song of Ice and Fire, la puissante maison Targaryen s'est pratiquement éteinte à la suite d'un régicide, un résultat de comportements dégénérés dû à des générations de consanguinité. Daenerys, la fameuse Daenerys, est l'une des rares qui subsistent à l'époque de Game of Thrones, mais l'action de House of the Dragon, écoutez bien Philippe, parce que il y aura peut-être un quiz après, se situe 2 siècles avant Game of Thrones, lorsque les Targaryens sont au pouvoir et sont sur le point d'entrer dans une guerre de succession aussi cruelle qu'enflammée, connue sous le nom poétique de Danse des Dragons. D'accord, bon, ok. Alors là, forcément, on peut se poser la question, est-ce que c'est inspiré de faits réels ? Alors, en fait, l'auteur des romans adaptés par HBO pour créer Game of Thrones s'est inspiré, donc il s'appelle George R.R. Martin, il s'est inspiré de la guerre civile anglaise du XIIe siècle pour créer l'intrigue de la Maison du Dragon. Il s'est particulièrement intéressé à la bataille pour le trône qui a opposé Mathilda, la fille du roi Henri Ier, à son cousin Stéphane. Alors, la saison 2 a été validée quelques jours seulement après le début de la saison 1. Oui, dans les 5 jours qui ont suivi sa diffusion, House of the Dragon a rassemblé 20 millions de téléspectateurs. Il n'est donc pas étonnant que HBO les renouvelait presque immédiatement. C'est un record absolu pour la chaîne, 20 millions de spectateurs en 5 jours seulement. Le fameux trône de fer a été redessiné pour cette nouvelle série, apparemment. Oui, tout le monde a au moins vu une fois dans sa vie les fameux trônes de fer de Game of Thrones. Si le siège emblématique vous semble différent dans House of the Dragon, c'est qu'il y a une raison. Pour mieux correspondre à la description du trône dans les romans de George R.R. Martin, le nouvel accessoire a été conçu pour être beaucoup plus grand et totalement asymétrique, ce qui correspond à la description du roman original. Alors, vous savez que le trône sera là ce soir pour les avant-premières du film. On aura le trône. Est-ce qu'on pourra s'asseoir dessus ? Oui, vous pourrez vous asseoir dessus et faire des photos, même en souvenir. Donc ça va se passer ce soir, le trône sera là. Voilà. Dans la salle de cinéma incroyable du Millennium. C'est ça. Comme dans Le Seigneur des Anneaux, des nouvelles langues ont été créées pour l'univers de cette série, justement. Oui, c'est l'acteur Matt Smith qui a expliqué à GQ qu'il s'agissait d'un mélange de latin et d'arabe. Il avait un peu peur au début. Il expliquait, lorsque j'ai vu ces dialogues comme ça, avec ces grandes scènes dans cette langue, je me suis dit ça allait être très très pénible. En fait, l'acteur, comme l'ensemble du casting, a vraiment apprécié de pouvoir jouer dans une langue originelle. Selon lui, ça fait ressortir un côté plus naturel et plus authentique à la personnalité de son personnage. Et effectivement, Tolkien, dans Le Seigneur des Anneaux, avait lui aussi créé de nouvelles langues. Les dragons ne mangent que de la viande cuite, c'est vrai ? Oui, effectivement, tous les dragons de l'univers fantastique de George R.R. Martin sont évidemment carnivores, mais contrairement à tous les animaux carnivores du monde réel, les dragons ne mangent pas de viande crue. En fait, ils possèdent, comme vous le savez, puisque ça se voit à l'écran, un système de combustion interne qui leur permet de cracher du feu. Et du coup, ils en profitent pleinement et rien ne vaut mieux qu'une viande grillée bien juteuse qu'on immole soi-même de son souffle entre ses griffes. Alors les dragons, ils mangent de tout, ils sont omnicarnivores, ils mangent des humains, des poissons, du bétail, toute forme de protéines qu'ils peuvent trouver dans le monde. Et on raconte même dans Westeros que certains dragons, après avoir tué et mangé des chevaliers ennemis, gobaient leurs chevaux en une seule bouchée. Mais non. Mais non. Vous imaginez la taille du bestiau ? Oui, quand même. Vous savez ce que c'est le comble pour un dragon, Thomas Lécuyer ? Non. C'est d'avoir le feu au cul, non, c'est pas ça. C'est bien. C'est de pas oser déclarer sa flamme. Elle est bonne. Je prends les deux. Ouais. Vous auriez pu buzzer quand même. Oui. Non mais moi, je préfère buzzer le soir.
Vous faites ce que vous voulez. Moi, je dis qu'il n'y a pas d'or pour en manger. Allez, on va passer à un quiz. Vous avez organisé un petit quiz. Oui, alors... Vous avez testé mes connaissances sur House of the Dragon, c'est ça? J'espère que vous avez écouté ce que j'ai dit ce matin. Alors, j'ai écouté ce que vous avez dit. Je ne sais pas si j'ai tout retenu, mais en tous les cas, c'est l'examen. C'est maintenant ou jamais qu'on va le savoir. Parce que la plupart des réponses, je les ai dites il y a quelques minutes, Philippe. Alors, on va voir. Top, vous avez un petit buzz, justement, si vous voulez buzzer. Ouais. Alors, Philippe Stark. Est-ce que Philippe Stark est le père de Sansa et d'Arya Stark de la maison Stark dans Game of Thrones, ou alors un célèbre designer et architecte français qui fait des chaises et des toilettes notamment? Je dirais designer. Bravo. Pas mal. Ouais, pas mal. J'ai écouté. Ouais, vous avez écouté. Bravo. Ouais. Bravo. Une autre question? Un point. Ah oui, alors à quelle époque se situe l'action de House of the Dragon par rapport à Game of Thrones? Ça, je l'ai dit. Je sais pas, je dirais, je crois que c'est avant, mais je me rappelle plus. Ouais. C'est 200 ans avant Game of Thrones, 2 siècles avant Game of Thrones. Ça vous fait un point. Question suivante, Philippe. Dans House of the Dragon, alors c'est une question de culture générale, là. Il faut pas... D'accord. Oui, alors... Les dragons sont plutôt pas commodes et effrayants dans House of the Dragon. Est-ce que vous arrivez, Philippe, à me citer le nom d'un gentil dragon dans n'importe quel film ou série dont vous vous souvenez? Parce qu'il y a aussi des gentils dragons dans la pop culture. Un dragon sympa, mignon. Non, je vois pas. Il y en a plein. Donnez-moi un exemple. Il y a Mouchou dans Moulin, il y a Croque-Mou dans le dessin animé Dragon, il y a la dragonne de Shrek, il y a Elliot dans Peter Elliot le dragon de Disney. Oui, il y a évidemment. Draco dans le fameux Cœur de Dragon que j'ai adoré plus jeune. Il y en avait plein. Parce que ceux de House of the Dragon. On aurait parlé des licornes, je m'y connais un peu plus parce que ma fille regardait plein de trucs avec les licornes. Mais les dragons, c'est plus compliqué. Les dragons, c'est plus compliqué. Ouais. Parce que dans House of the Dragon, ils sont quand même bien flippants. On n'a pas envie de faire un câlin aux bestiaux, alors que dans ceux que je viens de citer, ils sont plus sympas. Ouais, ils sont plus sympas. Ouais, moi, j'aime bien Mouchou. Bon, pour le moment, le quiz, je suis assez nul. Il y a d'autres questions? C'est José Garcia qui faisait la voix de Mouchou dans Mulan. Oui, il y a d'autres questions pour vous rattraper. Pour l'instant, sur 3 points, vous en avez marqué un seul. Alors, on va voir. Comme Game of Thrones, House of the Dragon est inspiré de l'œuvre de l'écrivain George R.R. Martin, alors que veulent dire les lettres R et R, Philippe? Raymond Richard. Oui, bravo. Bravo. Vous êtes allé voir sur Wikipédia juste avant, non? Non, pas du tout. Même pas? Non, je savais pas la question que vous alliez me poser. Voilà. C'est ça, 2 points sur 4. Bravo, vous avez la moyenne. On continue. Il reste encore 2 questions. Combien de spectateurs ont vu le premier épisode de la première saison de House of the Dragon? Alors ça, je sais, parce que c'est un vrai carton sur HBO. Je crois que c'est passé 10 millions, c'est ça? Passé 10 millions, exactement. 10 millions, un petit peu plus que 10 millions. Un nombre si grand, Philippe, que ça avait fait planter les serveurs de HBO à l'époque. Ouais. Donc, une si grande audience que ça fait planter les serveurs. Et c'est en corrélation avec ce qui se passe ce soir, puisqu'on a dû organiser une deuxième avant-première, parce qu'on est un peu victime de notre succès. C'est formidable, ça, c'est incroyable l'engouement qu'il y a autour de ce phénomène. Une dernière pour la route. 3 points sur 5, une dernière pour la route. Combien de dragons la maison Targaryen contrôle-t-elle au début de la série House of the Dragon? Je dirais 9. Non, presque, c'est 10 dragons adultes, et je vous raconte pas la galère pour les croquettes, du coup, parce que quand on a 10 dragons adultes... Ils bouffent de la viande, ils bouffent pas de croquettes, ils bouffent de la viande cuite. Oui, et vous savez que tant qu'un dragon, d'ailleurs, ça aussi, ça fait partie du petit manuel des dragons de House of the Dragon, tant qu'un dragon est nourri et en liberté, il continue à grandir. Si vous mettez un dragon en captivité, il s'arrêtera de grandir. Voilà, c'est une petite astuce pour toutes celles et tous ceux qui ont envie d'élever un dragon chez eux. Alors, je savais que vous étiez un spécialiste du blues, mais je savais pas que vous étiez un spécialiste des dragons. C'est bien, on apprend plein de choses. Quoi qu'il en soit, l'avant-première. Pour les deux, il faut avoir le feu sacré. Ouais, bravo, vous êtes tout enflammé aujourd'hui. Pour en savoir plus, et puis je vous rappelle que l'avant-première, c'est ce soir, pour le premier épisode de cette saison 2, je vais y arriver. Ça se passe donc au Millennium avec ces 2 avant-premières. Et le siège, le fameux trône, pas le siège, le fameux trône. Le trône de fer. Le trône de fer sera là aussi. Et voilà, vous êtes peut-être parmi les nombreux gagnants. On a hâte de pouvoir retrouver. C'est très attendu, ça, quand même. Oui,
Et la série sort donc le 17 juin en exclusivité sur Canal+ Suisse. Ouais. Donc c'est-à-dire qu'une semaine avant, vous allez pouvoir découvrir le premier épisode. Ouais. Comment vous expliquez ce phénomène autour de Game of Thrones, House of the Dragon? Qu'est-ce qui se passe autour? Je crois qu'à l'origine, Game of Thrones, il y a quand même tous les codes. Ça a révolutionné les codes de la série télé, la manière d'écrire cette série, qui parle à un public très très nombreux, c'est-à-dire les amateurs de fantasy, les amateurs de séries historiques, les amateurs de grandes dynasties. Ça plaît à beaucoup de monde, et puis la qualité de la réalisation de cette série est incroyable. C'est une des meilleures séries qui a été jamais réalisée, à tel point qu'on se demande si ça vaut la peine un jour, et je pense pas que ce sera le cas, qu'il y ait une adaptation cinéma. En fait, c'est grandiose comme un film de cinéma. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est pour ça que ça a eu autant de succès. Incroyable, effectivement. Donc à partir du 17 juin, uniquement sur Canal+, et puis pour les chanceux, c'est ce soir pour le premier épisode en Dolby Atmos au Millennium dans des conditions incroyables. Merci beaucoup Thomas Lécuyer pour ce cours de Dragon accéléré. La semaine prochaine, nous recevrons l'un des plus grands cinéastes contemporains, l'immense Stephen Frears, qui était invité de la 20e édition du festival Plume et Pellicule à Sierre, qui s'est terminée la semaine dernière, et avec qui nous reviendrons sur sa longue carrière et sur ses projets, car Stephen Frears, 82 ans, continue à tourner des films.